Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Merci pour cette présentation. Du coup, je crois que tout a été dit. Voilà, au revoir. Non, allez, d'accord, je reste. Non, merci. C'est vrai que je vais essayer de vous raconter. On va pas trop parler de Covid ce soir. C'est vrai qu'on a lancé une étude qui s'appelle CovAdapt qui questionne la capacité de s'adapter à la situation actuelle, mais on va plus parler de manière générale. Et puis, si vous avez des questions après plus spécifiques sur la situation actuelle, je vous propose qu'on y réponde après. Moi, je vais pendant une petite demi-heure, 35 minutes, je vais vous raconter quelques histoires et quelques notions qui me paraissent importantes aujourd'hui sur cette idée de s'adapter à demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire s'adapter d'abord, hein? Certains d'entre vous étaient peut-être tout à l'heure à la conférence avec, entre autres, Boris Cyrulnik et les jeunes et autres. Et on a parlé de résilience, on a parlé d'adaptation. Moi, je vais aller un tout petit peu plus loin dans ces notions avec les toutes dernières connaissances qu'on a de la recherche de terrain. Mais avant ça, je vais vous raconter un peu pourquoi j'en suis venu là et comment est-ce qu'on travaille. Parce que finalement, c'est paradoxal, mais c'est pas si évident. Et puis ensuite, évidemment, vous pourrez poser des questions. Alors, pour le protocole des questions, je sais qu'il y a eu... Enfin, l'idée, ce serait vraiment que vous posiez des questions en haute voix, sans micro, parce qu'on ne peut pas faire passer des micros en raison de notre copine, là, la Covid, qui se balade. Et je reprendrai la question en haute voix, enfin au micro, pour que les personnes qui suivent en live puissent entendre la question. Et ensuite, j'essaierai, si je peux, d'y répondre. Voilà, donc en quelques mots... Moi, ça fait effectivement un peu plus de 25 ans maintenant. Ça fait longtemps que je dis ça fait 20 ans, parce que j'aime bien, mais en fait, chaque année, il y a un peu plus. C'est pas bon pour mon âge, en fait. Mais voilà, chaque point, c'est un endroit où j'ai mené des expéditions. Alors, ces expéditions, elles sont diverses, elles sont variées, elles sont dans des milieux particuliers, des milieux extrêmes. On pourra en parler un tout petit peu. Des expéditions que je mène parfois en solitaire. Hein. C'est vrai qu'on essaie de comprendre comment la décision d'un homme ou d'une femme, mais en l'occurrence, moi, je suis un homme, enfin, je crois, se fait quand on est tout seul face à une situation, et puis évidemment aussi beaucoup comment les groupes fonctionnent et comment on arrive à faire fonctionner. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le milieu, le type de climat, le type d'environnement, la quantité de personnes qu'on est, il y a une constante dans toutes les expéditions que je mène, qui est que tout peut changer à tout moment. C'est que je ne sais jamais vraiment, dans les milieux dans lesquels je travaille, ce qui va se passer le lendemain, l'heure d'après, parfois la minute d'après. En Patagonie, les vents peuvent venir en quelques secondes et transformer complètement le paysage. Ça peut être, par exemple, vous êtes au Spitzberg. Vous savez, le Spitzberg, c'est une terre polaire, pas très loin du pôle Nord. Et puis, on était avec une équipe de scientifiques spécialistes du pollen. Alors, on cherchait du pollen dans les sols, bref. Et ça faisait 2 semaines qu'on cherchait, on n'avait rien trouvé. Et puis, un jour, on trouve enfin ce qu'on est venu chercher. Donc, on était super contents. Vous imaginez, vous avez trouvé ce que vous êtes venu chercher. Donc, en retrait au camp de base, en discutant, en commentant la découverte, on était très contents. On était un peu distraits. Et tout d'un coup, vous avez un ours polaire qui se lève devant vous à 10 mètres. Là. Alors, 10 mètres, c'est vous. Hein, voilà, vous êtes, madame, vous êtes l'ours polaire. Désolé. Mais vous êtes un très bel ours. Hein, mais enfin, voilà, vous êtes l'ours polaire. Et donc, c'est intéressant parce que c'est le basculement qui est intéressant. C'est pas tellement... Alors l'ours, c'est très intéressant, c'est un animal splendide, hein, mais enfin à ce moment-là, vous ne pensez pas à l'étudier. Vous vous dites quand même, mince, j'étais tranquillement avec des copains en train de discuter d'une super découverte, et maintenant je suis face à une question de vie ou de mort. Parce que c'est le seul animal au monde, le seul qui peut attaquer l'humain sans raison, parce qu'il est le plus puissant de l'endroit. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Comment vous réagissez? Comment vous mettez en route votre décisionnalité cognitive pour faire face à ces situations qui n'étaient pas du tout prévues? Ça, c'est une situation très courte, très rapide, mais évidemment, ça peut être des situations beaucoup plus longues, comme ici, au corridor de Darwin, où j'explore cette chaîne de montagnes pendant plusieurs années, et où le glacier qu'on voit ici a totalement changé en quelques années, est passé d'un beau glacier bien lisse, avec une certaine altitude, à un glacier qui a perdu en moins de 2 ans 2 km de distance, 250 mètres de hauteur, et qui a complètement explosé. Et tout d'un coup, voilà, là encore, tout ce qu'on connaissait, on a dû le transformer. Donc là, ce n'est plus une transformation d'un ours qui se lève, mais c'est vraiment le temps long qui s'installe et le besoin de comprendre comment un système se transforme. Et donc, je me suis mis à travailler de plus en plus sur la transformation des systèmes, comme ici, un ouragan, une tornade qui passe, un tsunami qui arrive très vite. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Comment vous réagissez? De manière beaucoup plus longue, un territoire qui devient inculte parce que tout a changé en termes de quantité de chaleur, ou des zones de guerre, où là encore, vous vous retrouvez dans une situation où plus rien n'est logique. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la similitude, ce qui rapproche un tsunami, comme ici en 2004 en Indonésie, une tempête dans une expédition d'exploration, une situation virale comme la Covid-19, un burn-out,
Une situation où soudainement vous basculez dans la capacité de compréhension de votre environnement proche, professionnel ou personnel, ou justement un changement climatique profond qui va modifier de manière lente mais irrémédiable votre territoire. Et bien, ce qui rassemble tout ça, c'est deux choses, deux mots. Le premier, c'est le mot de désorientation. Soudainement, vous êtes soumis à quelque chose que vous ne comprenez plus, que vous n'êtes pas capable de comprendre et d'anticiper. Vous êtes dans un moment où vous ne savez plus à quoi vous en êtes. Vous êtes désorienté. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu, par exemple, le confinement, mais pour beaucoup de monde, on l'a vu dans notre étude Covadapt, au début, ça paraissait pas trop compliqué, puis petit à petit, les gens, un certain nombre de personnes, à peu près 42% des Françaises et des Français, ont commencé à être désorientés, à plus trop savoir comment gérer la situation. Ça, c'est la désorientation, et c'est la définition même de ce que nous, on appelle l'extrême. Moi, je mène des expéditions dans des conditions extrêmes, mais ce n'est pas la condition qui est extrême, c'est moi par rapport à cette condition. L'extrême, c'est vraiment une situation où tout le monde, quiconque, peut se retrouver à un moment donné face à une situation qui lui est totalement incompréhensible. Ben là, vous êtes dans l'extrême. C'est important d'avoir cette notion-là dans la tête parce que prenez un Inuit au Groenland qui part chasser. Il est dans son bureau, il est chez lui. La situation n'est pas extrême pour lui. Mais prenez une personne française de métropole qui n'a jamais connu le Groenland et qui irait pour la première fois chasser avec cet Inuit, cette personne est dans l'extrême. Donc il faut bien comprendre cette notion-là, parce que tout va en découler. On n'est jamais dans l'extrême quand on est en maîtrise d'une situation, on tombe tous et toutes dans l'extrême quand on n'est plus en maîtrise de la situation, quand on est en désorientation. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend si vous aimez ça, notre monde, cette belle planète, va potentiellement nous offrir dans les années à venir quelques raisons d'être désorientés. D'abord, ça c'est le monde il y a 40 ans maintenant. Le monde aujourd'hui, il est plutôt comme ça, hein, avec plein de trucs autour, plein de choses qui le regardent, une quantité de déchets hallucinante qui l'entoure. On parle beaucoup des déchets sur la Terre, mais il y en a de plus en plus et de manière assez prégnante dans l'espace. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Et puis, on a quelque chose d'assez récent, d'assez nouveau, c'est que notre évolution s'est passée à une vitesse relativement similaire depuis quelques dizaines, centaines de milliers d'années. C'est-à-dire qu'on a développé un système de vivant qui prenait un rythme à peu près régulier. Il y a eu des petits soubresauts, une guerre par-ci, une guerre par-là, une modification génétique pour différentes raisons. Mais globalement, la vitesse de changement était maîtrisée. Depuis quelques années, et ça va aller de manière exponentielle, la quantité de changement ne cesse d'être en augmentation. On considère qu'aujourd'hui, une personne qui vit sur notre planète vit en une année la quantité de changements systémiques que vivait une personne en une vie il y a 100 ans. Donc ça veut dire qu'on est de plus en plus soumis à des transformations profondes. Ça, c'est un point intéressant. Et donc, notre petit humain, là, qui jusque-là avait évolué de manière assez logique, et là, j'ai représenté un humain, mais en réalité, on aurait pu mettre pratiquement n'importe quel animal ou espèce vivante, hein, va être confronté à quelque chose qui va devoir être beaucoup plus rapide. Les raisons du changement, elles sont très nombreuses. Je ne vais pas vous les énumérer toutes, mais juste pour avoir quelques idées. Hein. Il y a évidemment tout ce qui est pollution. On parle beaucoup du climat, et c'est très important. Moi, j'ai envie de parler de pollution parce que si la Terre a déjà connu des changements climatiques et saura s'en remettre avec ou sans nous les humains, elle n'a jamais connu la pollution, comme le plastique et autres, qui est très nouveau pour elle. Et là, par contre, c'est en train de modifier profondément des structures fondamentales qui pourraient être plus problématiques pour elle à long terme. On a évidemment toutes les transformations digitales et autres nouvelles technologies, certaines pour le meilleur, mais on sait bien aussi parfois pour le pire, c'est une décision qu'on prend de notre utilisation. Petite parenthèse d'ailleurs, hein, cette nouvelle technologie de CRISPR-Cas9 qui nous a valu à la France un prix Nobel de chimie il y a 2-3 jours, là, avec Emmanuel Charpentier et sa collègue Jennifer Doudna, qui ont mis au point et développé vraiment ce CRISPR-Cas9, qui est un couteau génétique, hein, basiquement, qui permet de générer ou de retransformer certains gènes. Fabuleux dans l'espoir que ça apporte sur les thérapies géniques, évidemment, potentiellement des transformations majeures dans le système de notre génétique, puisque pour la première fois au monde, pour la première fois de l'histoire de la planète et du vivant, une espèce peut techniquement aujourd'hui en créer une autre. Et ça, voilà, ça s'était jamais arrivé avant. Donc c'est un changement intéressant. Encore une fois, hein, mauvais, bon, je ne sais pas, mais c'est un changement. La population qui est passée,
On le sait, hein, il y a 100 ans, à 1 milliard 200 millions à peu près, à aujourd'hui 7 milliards 500 millions et en augmentation. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on est trop, c'est juste un constat d'évolution qui est très profond, très prégnant et qui va devoir être adressé. Et puis, une population qui vit de plus en plus dans des villes, puisqu'on est passé de 20% à peu près de population vivant en ville en 1900 à 69% aujourd'hui, et on pense que ce sera 75% dans une dizaine d'années. Donc tout ça, c'est des changements qui sont des changements de désorientation pour nous. Donc le premier mot à retenir, c'est vraiment désorientation. Le deuxième mot, évidemment, c'est ce dont on a parlé beaucoup pendant ce festival, hier soir, tout à l'heure, et à toutes les conférences, je pense, c'est le changement environnemental. J'insiste sur ce mot, environnemental, parce que j'y inclus tout, le climat, la pollution, la biodiversité qui est en chute absolument hallucinante depuis quelques années, et la société, le social, parce qu'on ne peut plus et on ne doit plus dissocier le social de l'environnemental, puisque l'un influe sur l'autre et l'autre influe sur l'un. Donc on est vraiment aujourd'hui face à deux notions profondes, la désorientation et le changement environnemental, qui nous posent un certain nombre de questions. Ce qui m'intéresse moi dans mes travaux, c'est que tout ça n'est pas nouveau. On a accéléré, on a changé, mais je vous montre une petite vidéo, et puis après on la commente, qui m'intéresse toujours. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Je fais tout mon jardin sans produits chimiques aucun. D'ailleurs, le jour, je me rappelle, j'en foutais partout avec partout les pucerons. Enfin, j'arrêtais pas de mettre des granulés, des horreurs. Le jour où j'ai arrêté ça, il y avait déjà beaucoup moins de pucerons et ça s'est calmé. Je ne soignais plus rien, les plantes n'étaient plus malades, elles allaient déjà mieux, les plantes. Elles respiraient. Vous savez, c'est comme nous, si vous avez des pucerons, j'en ai plein la figure du machin, vous allez vous trouver pas bien, les plantes, pareil. Ça allait déjà beaucoup mieux de ne rien mettre, déjà. Voilà, donc 74, un homme politique qui se présente à la présidentielle, qui annonce la fin de l'eau sur Terre, un acteur très célèbre que les plus anciens connaissent sans doute mieux que les plus jeunes, mais enfin Louis de Funès, qui nous parle de cette problématique des engrais, du chimique sur les cultures. Donc tout ça était déjà très connu dans les années 74. Autre exemple, Franquin, 1960, l'auteur de Gaston de Lagaffe, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui dès les années 50 puis 60 commence à poser le problème des animaux et de comment est-ce qu'on est en train de traiter l'animalité aujourd'hui et de laisser les chasseurs agir à leur guise dans certains systèmes de biodiversité. Donc ça c'est 1960. Jean Dorst en 65 qui dénonce les feux de forêt en Amazonie, qui sont très importants dans ces années-là et qui écrit ce livre, ce pamphlet extraordinaire, Avant que nature ne meure, lisez-le, je veux dire, vous pouvez lire Avant que nature ne meure, c'est exactement tout ce qu'on entend aujourd'hui, il y a 50 ans. Donc on est exactement dans les mêmes mots, les mêmes thématiques, les mêmes problématiques. Et puis finalement, si on remonte un peu plus loin, c'est quand même pas si nouveau non plus, ça. C'est-à-dire que, par exemple, sur le problème du social, vous avez Las Casas qui va créer la rhétorique de Valladolid, qui dit simplement on doit créer une société où tout le monde est égal. La controverse, elle est pour déterminer si les sauvages, donc en l'occurrence les Sud-Américains, ont une âme ou pas. On en est à ça à l'époque, mais lui va beaucoup plus loin en disant nous ne pourrons pas développer nos sociétés modernes. Société moderne, c'est intéressant, si nous ne mettons pas l'ensemble des humains sur un pied d'égalité. On est en 1500 et des poussières. Si on doit parler du climat, de la biodiversité, von Humboldt, qui décède en 1859 et qui, avant de décéder quelques années avant, en 1855, écrit dans un pamphlet extrêmement intéressant « La forêt amazonienne brûle, elle se détruit tous les jours et nous en sommes le responsable principal. » C'est quand même intéressant ça. C'est-à-dire que toutes ces thématiques-là, qui aujourd'hui sont devenues extrêmement prégnantes et dont on parle beaucoup, entre autres, parce qu'on a des moyens de diffusion, ne sont pas complètement nouvelles. Alors on a largement augmenté la problématique parce qu'on est de plus en plus nombreux et qu'on est de plus en plus impactants, mais la thématique de nous, humains, nous avons un impact profond sur notre écosystème et sur l'ensemble de la vie, n'est pas complètement nouvelle. Alors la question qu'on a à se poser aujourd'hui, c'est pourquoi, alors qu'au fur et à mesure des décennies et même des siècles, toutes ces informations reviennent très régulièrement,
on a du mal à transformer notre système pour éviter ces impacts. Ben ça, c'est un questionnement que je me pose beaucoup et c'est pour ça que j'ai monté des recherches. Et c'est intéressant parce qu'on constate déjà qu'on est dans un cercle vicieux. Vous savez bien, et vous l'avez peut-être déjà vécu, je ne vous le souhaite pas, mais c'est peut-être arrivé ces dernières décennies, que quand on est soumis à un changement profond, à une difficulté, et malheureusement on peut l'avoir très actuellement dans les Alpes-Maritimes avec tout ce qui s'est passé, et en Italie avec les inondations, quand on est là-dedans, au moment où on vit ça, on est dans la désorientation, donc on est incapable de projeter un futur. On est juste dans la volonté de réussir à dépasser la situation. Et notre but est de revenir à une situation initiale de capacité et de stabilité. On en parlera un tout petit peu. Pendant qu'on fait ça, on est incapable d'anticiper. Et puis, une fois que c'est terminé, et ben finalement, au lieu d'essayer de reprendre le système et de changer quelque chose, on essaie de se reposer sur ce qu'on a et on attend la prochaine désorientation. Et finalement, c'est un cercle vicieux permanent qui est très compliqué et dont le cerveau est très habitué à savoir qu'il est dans un runtime permanent où il est désorienté, il essaie de se stabiliser. Une fois qu'il est stabilisé, il se repose et malheureusement, la prochaine désorientation arrive. Donc ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Pourquoi alors certains essayent de l'expliquer avec les biais cognitifs, le système. Il y a des théoriciens qui disent de toute façon, le cerveau n'est pas du tout fait pour s'adapter. Il est bloqué dans certains systèmes reptiliens et autres, et il ne pourra pas vraiment se transformer. Bon, moi j'ai voulu me dire que c'était trop simple et qu'on ne pouvait pas s'arrêter à ça, qu'il fallait bien trouver des solutions. C'est pour ça que j'ai créé l'Institut de recherche adaptation, qui mène des études in situ. Je vous montre une petite vidéo juste d'un travail qu'on mène, que j'ai fait en 2016-2017, puis après je vous en parle un tout petit peu plus, et surtout ce qu'on pourrait en faire dans le futur. On cherche à éprouver au maximum les capacités humaines pour qu'ensuite on puisse aller comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. On va réaliser toutes les mesures possibles dans ces environnements qui va nous donner une vision de l'individu en termes d'adaptation. C'est un projet qui est extrêmement novateur et en fait on ne sait rien là-dessus, on ne sait absolument rien. C'est des espaces d'abord splendides qui nous font rêver, mais qui nous soumettent à des situations qui nous dépassent complètement. Aujourd'hui, nous allons devoir explorer Mars, les océans, l'univers, mais nous devons surtout explorer ce que nous sommes. Et cette notion d'explorer ce que nous sommes, elle n'est pas tout à fait anodine parce que il y a un point, alors là, excusez-moi, on a juste perdu la présentation, je vais la remettre en route. Elle n'est pas tout à fait anodine, donc nous on travaille, comme vous l'avez vu, sur le terrain. Pourquoi on fait ça ? D'abord parce qu'on a constaté que le vécu, encore une fois, de la désorientation était à peu près sur les mêmes schémas, quelle que soit la situation, donc on peut recréer ces notions de désorientation, et on peut surtout, pour la première fois, contrairement à ce qui se passe à chaque fois qu'on voit des crises, si je vois un tsunami, si je vois malheureusement ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes et autres, je ne peux qu'observer les gens un peu pendant et beaucoup après, une fois qu'ils me racontent leur histoire. Malheureusement, quand on raconte un récit, on a déjà un peu modifié cette réalité, on a déjà transformé notre vécu, puisqu'on l'a mélangé à nos émotions, à nos souvenirs, à plein de choses. Et donc, on n'a jamais l'occasion de regarder les gens avant les drames, comment leur cerveau fonctionnait tout, et pendant et ensuite après. Donc grâce aux expéditions, on peut faire des IRM et des études sur le terrain, mais on peut surtout faire des études avant et après. Donc on fait des IRM, des choses, un certain nombre de travaux où on voit le cerveau avant que la personne soit soumise à une crise. On suit ensuite la personne pendant ces expéditions et on pousse suffisamment loin les conditions, on en parlera un tout petit peu, pour que ce soit référent dans la désorientation. Et on voit ensuite ce qui se passe après. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'il y a un paradoxe aujourd'hui. C'est que tout le monde parle du cerveau humain, vous dit comment le cerveau fonctionne, ce qui se passe quand on est dans une situation. Et pourtant,
Personne au monde aujourd'hui n'a encore vu un cerveau humain fonctionner dans une situation réelle. Là, je vous parle, j'espère que vos cerveaux travaillent, j'espère. Je ne sais pas exactement ce qui s'y passe. J'ai des faisceaux de présomption, on a des compétences, des compréhensions, mais tout ce qui se passe dans un cerveau humain qui marche dans la rue, avec les odeurs, avec l'ensemble des informations qui arrivent, tout ce qui se passe dans le cerveau, on ne peut pas l'observer, on n'a pas de machine qui voit le cerveau pendant que vous êtes en train de marcher dans la rue. Donc on a une observation du cerveau qu'on appelle dérivée, en regardant ce qui se passe sur des souris, des rats, des singes, des chiens, en faisant des simulations en laboratoire, mais ce n'est jamais un cerveau humain face à une situation réelle. Donc on a un vide de compréhension sur nous, humains, dans notre condition à gérer une situation nouvelle et de comment notre cerveau fonctionne concrètement dans cette situation. Encore une fois, on a des idées dérivées, mais on n'a pas de certitude. Donc tout ça, il faut mettre en place des travaux. Alors nous, on a mis en place cette technologie-là et cette technique-là, cette méthodologie, qui est aussi un peu dérivée, puisque encore, on doit faire des IRM avant-après, mais enfin, en tout cas, on avance un peu et il va falloir faire de plus en plus des travaux comme ça pour se mettre dans des situations. Alors je vous en montre 2-3 pour que vous compreniez pourquoi c'est quand même assez fonctionnel, parce que quand il fait par exemple 57 degrés et 2% d'humidité, comme dans le désert du Dashtelout, ici en Iran, 2% d'humidité, ça veut dire que si vous buvez une gorgée d'eau, elle n'a pas le temps d'arriver dans votre estomac, elle s'est déjà évaporée, par exemple. Donc là, votre cerveau, il panique un peu parce qu'il lui manque la base même de la vie, c'est l'eau. Donc petite panique, quoi. C'est un endroit intéressant pour des vacances, si jamais. Autre lieu, par exemple, ici, en Patagonie, alors on est à moins 20 degrés, 98% d'humidité, c'est un peu pénible, mais ça va, mais c'est surtout l'endroit le plus versatile de la planète, c'est-à-dire que le climat, le temps, peut changer des dizaines de fois en 24 heures. Vous pouvez naviguer dans un petit vent sympa avec 2-3 km/h de vent, un petit soleil, et tout d'un coup, en une minute, vous avez un Willy Woo qui passe, c'est 150 km/h, 200 km/h de vent, qui change tout, qui amène la neige, le vent, puis pouf, ça rechange encore. Donc votre cerveau n'est jamais capable de comprendre quel sera le prochain changement. Donc c'est intéressant. Forêt tropicale, vous connaissez sûrement un peu mieux. Certains d'entre vous y ont certainement déjà fait quelques voyages. Mais c'est intéressant parce que quand on est vraiment dans la forêt, vous perdez le sens de la visibilité. C'est-à-dire que vous entendez plein de choses, mais vous ne voyez rien. Donc en fait, vous êtes dans une transformation sensorielle que votre cerveau doit gérer. Et puis alors, si on va en Sibérie orientale, où j'étais à moins 58 degrés, moins 58 degrés, ça devient intéressant aussi. Ça veut dire que tout gèle en quelques minutes, donc vous êtes dans une situation où vous êtes dans un basculement, dans une lutte permanente contre le froid, parce qu'il fait 58 degrés la nuit, il fait moins 50 la journée, enfin bref, c'est tout le temps frais, quoi. Juste pour mémoire, votre congélateur dans votre maison, il est à moins 18 degrés. Voilà, c'est bon frais, comme on dit. Donc, ces situations sont suffisamment impactantes pour que le cerveau ait ce rôle de désorientation et essaye de trouver des solutions adaptatives. Et puis on travaille aussi dans d'autres circonstances. Alors par exemple, moi je travaille beaucoup en accompagnant des migrants, c'est-à-dire que je fais des trajets avec des migrants alors en Amérique centrale et du Sud pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent et comment ils adaptent leur système fonctionnel durant le trajet. J'ai appris peut-être plus en quelques trajets avec les migrants que toutes mes études pendant 20 ans, tellement c'est hallucinant de voir ces personnes qui partent en ayant tout perdu, en n'ayant plus rien, en étant obligés de partir la plupart du temps, et qui vont devoir transformer complètement chaque jour pratiquement de leur vie, leur système de compréhension, leur système de vision, et c'est extrêmement puissant dans la capacité d'adaptation qu'on peut travailler avec eux. On travaille aussi beaucoup avec la notion de la liberté et de l'autonomie des femmes dans le monde. Quel rapport avec l'adaptation ? Il est tout simple. C'est qu'on a observé au fur et à mesure du temps, et tout le monde le sait, mais c'est toujours bien de le rappeler, que dans toute situation nouvelle, quand il y a un changement, ce sont souvent d'abord les femmes qui mettent en place des solutions fonctionnelles. Et le paradoxe, c'est que dans toutes les situations, les seules personnes à qui on ne pose pas la question de comment il faut faire, c'est les femmes. Et ça, c'est vrai presque tout le temps. La Covid vient de le révéler de manière hallucinante et très claire. Vous prenez les médias, par exemple. Dans un temps normal de vie en France, on a à peu près 42 à 48% de femmes interviewées dans les médias. La Covid arrive, on voit tous les experts qui arrivent en plateau et on tombe à 22% de femmes, dont la plupart du temps interviewées pour savoir comment elles éduquent leurs enfants pendant le confinement. Donc on a perdu totalement, pendant la crise Covid, l'intérêt de poser la question aux femmes de ce qu'il fallait faire pendant cette situation. Alors quand on commence à poser aux gens la question de quel sera le futur, comment est-ce qu'on va reconstruire le futur après la Covid,
Alors là, étonnamment, il n'y a plus une femme qui parle, hein, ce n'est plus que des hommes qu'on m'a interviewé partout en France. On a un exemple très clair avec la Covid qui se passe tout le temps, partout, systématiquement, alors qu'à contrepartie, ce qu'on constate, c'est que par exemple, si vous prenez le Burundi, le Rwanda après le génocide, eh bien, qui a reconstruit les pays? Ce sont les femmes. Donc on a besoin aujourd'hui de beaucoup mieux comprendre le fonctionnement et comment est-ce qu'on peut amener à l'autonomisation et à la liberté dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui, dans les 198 pays répertoriés, on peut considérer que dans 197, les femmes n'ont pas les mêmes droits sociaux que les hommes. Elles ont parfois les mêmes droits légaux, mais rarement sociaux. Et donc il y a un vrai boulot à faire aujourd'hui pour rééquilibrer ça. Donc on travaille beaucoup sur cette notion-là et essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce qu'on constate quand même, c'est qu'effectivement, ça marche pas mal, dans le sens que quand vous êtes soumis à un changement profond, eh bien, votre cerveau se met à bosser et votre cerveau se met à se transformer. Là, c'est le cerveau d'une personne de 45 ans, soumis à 30 jours d'une situation extrême, et chaque petit point rouge, chaque jaune rouge est une zone de transformation dans le cerveau, en déclin ou en augmentation de masse. C'est-à-dire qu'on a bel et bien de la création ou de la destruction de masse dans le cerveau pour générer une nouvelle fonctionnalité par rapport à la situation vécue. Ce n'est pas tout à fait anodin, ça, cette image-là. Elle casse tout bêtement ce qu'on sait déjà, mais qu'on oublie trop souvent, qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et transformer notre cerveau. Donc c'est déjà un super espoir. Oui, même vous, monsieur. Non, j'ai vu le petit regard ironique de sa femme, genre « Ouais, non mais toi non ». Si. si. Non, mais alors, on va discuter après de comment est-ce qu'il faut faire. Et justement, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est soumis à des situations changeantes et comment est-ce qu'on peut développer concrètement son cerveau pour changer, pour se transformer. C'est toute la question qu'on doit se poser. Alors, j'ai envie de vous poser d'abord une question. Par exemple, si vous lisez, vous lisez le journal le matin et vous lisez qu'au Chimborazo, il y avait une expédition, un camp de base, 10 personnes, et qu'une avalanche a rasé le camp de base, tuant les 10 personnes. Ça vous fait quoi? Sur le moment, quand vous lisez ça, ça vous touche un peu, vous dites « Ah, dommage, mauvais camp de base, je ne sais pas ». Et puis, 3 jours plus tard, vous aurez oublié l'information. Maintenant, imaginez qu'à ce même camp de base, au même Chimborazo, avec la même avalanche, vous ayez au camp de base votre frère, votre sœur ou un ami très proche. Et tout d'un coup, on est bien d'accord que cette avalanche, jusque-là, pas très importante pour vous, prend une importance majeure dans vos vies, va transformer un certain nombre de choses. Si maintenant, pendant que je vous parle, ce bâtiment s'effondre, on est d'accord qu'au Chimborazo, ils s'en foutent, hein, mais pour nous, ça va changer totalement nos vies. Je sais que tout le monde le sait intellectuellement, mais ça nous dit une chose extrêmement importante, c'est que c'est bel et bien l'émotion qu'on ressent par rapport à une situation qui nous permet de comprendre cette situation. Ce que les journalistes ont vulgairement appelé la loi du kilomètre, hein, à savoir vous êtes plus touché par un mort à 1 kilomètre que 10 000 morts à 1000 kilomètres, ce qui est vrai, est cognitivement quelque chose qui s'explique par un phénomène très simple, ce sont nos émotions qui nous permettent non seulement de comprendre une situation, et donc par conséquent, de prendre les décisions qui vont s'imposer pour faire évoluer cette situation. Donc, premier point à se rappeler, nous avons besoin d'émotions pour changer et nous transformer. Toute la question à se poser, c'est quelle émotion je peux vous provoquer pour que vous compreniez le changement de demain qui n'est pas encore là. Deuxième question qu'on peut se poser, j'anticipe un peu sur la fin de la conférence, mais elle est importante. Comment est-ce que vous pouvez faire comprendre le besoin de protéger une forêt à une personne qui n'a jamais vu un arbre? Comment susciter l'émotion suffisante chez une personne tellement éloignée d'une problématique qu'il ne peut pas ou qu'elle ne peut pas comprendre le besoin de changer quelque chose pour que cette problématique n'existe plus? C'est ça le problème de l'émotion. C'est qu'il faut susciter quelque chose qui nous permet de gérer une situation. Alors par exemple, j'étais une fois en Patagonie, je faisais un repérage pour cette fameuse cordillère de Darwin, où je vous ai déjà montré une image en montagne, mais j'étais avec un Zodiac, et puis j'étais au fond d'un fjord pour explorer, pour essayer de trouver un endroit où j'allais pouvoir grimper dans cette montagne. Et puis j'étais avec mon petit Zodiac tout seul, je faisais une expédition solitaire à l'époque, et donc j'étais allé au fond, tout au fond là-bas, je ne sais pas si on peut voir, voilà, j'étais tout au fond, j'étais en train de revenir,
Et tout d'un coup, il y a ces fameux Willy Woo, un vent de 200 km/h qui m'est passé dessus, qui est arrivé de manière très violente, qu'on voit ici. Alors là, pour vous donner un exemple, là, ce canal fait 12 km de large. Donc ça, c'est pas le même qui m'a renversé, mais c'est pour vous montrer un peu l'image. C'est une vague violente qui m'arrive en face dessus et qui me jette à l'eau. Et je me retrouve dans l'eau. L'eau est à 2 degrés. Et comme toujours, hein, comme ça allait bien au moment où je suis parti, puis que tout était tranquille, j'ai pas mis le coupe-circuit de mon moteur. Donc le Zodiac, il se barre, quoi. Donc je me retrouve au milieu de ce fjord et dans une eau à 2 degrés. Et vous savez, la première chose à laquelle je pense, toute première chose à laquelle je pense, c'est alors 2 degrés, la médecine nous dit que on a 5 minutes de survie. 5 minutes de survie dans une eau à 2 degrés. Et je regarde autour de moi, première côte à plus d'1 kilomètre, mon Zodiac à je ne sais pas quelle distance. Et je sais que je n'ai aucun moyen de sortir de cette eau en 5 minutes. Donc, premier réflexe, première notion, je suis mort. Et c'est vraiment ce que je me dis, c'est-à-dire que c'est fini. Et donc, pendant quelques secondes, je me pose sincèrement la question, émotionnellement, qu'est-ce que je vais faire de mes 5 minutes? Vous faites quoi, vous? Vous avez 5 minutes. Et alors je me dis, bon, je vais essayer de revoir ma vie qui défile, là, comme on m'a dit un jour, mais je ne la vois pas. Je vais prier, mais malheureusement, je ne crois pas suffisamment en un Dieu pour prier un Dieu. Et donc je me dis, bon, tant qu'à faire, je vais quand même essayer de m'en sortir, quoi. Je vais nager. Donc je me mets à nager. Et effectivement, au bout de 5 minutes, je n'en peux plus. Tout mon corps est ankylosé, j'ai l'impression que je déplace des blocs de marbre à chaque brasse, j'ai les épaules complètement ankylosées, j'ai une douleur gigantesque dans tout le corps, et mon cerveau dit à mon corps, arrête, ça ne sert à rien, laisse tomber, quoi. Et à ce moment-là, coup de bol, le vent qui continuait, la tempête qui continuait, dégage soudainement le fond du fjord en partie, laisse passer tout d'un coup de la lumière et ça génère une image qui est d'une beauté hallucinante. Et je vois à ce moment-là quelque chose comme ça, à peu près. Ça, ce que vous voyez à l'image, c'est le bateau dans la tempête de Turner, de William Turner, un peintre. D'ailleurs, il y a une exposition à Paris actuellement de Turner, il faut aller la voir, elle est juste splendide. Et vraiment, je vois cette image au fond du fjord. Et là, il y a un système qui se met en place dans mon cerveau qui est hallucinant. C'est-à-dire, je me mets à repenser à cette peinture. Je repense, l'endroit où j'ai vu cette peinture, c'était au Met, à New York, à l'époque. Elle était en exposition. Je revois la personne avec qui j'étais au moment où j'ai vu cette peinture, qui était ma compagne, quelqu'un qui était extrêmement important pour moi. Et mon cerveau dit, je veux revoir cette personne. Absolument. Je dois revoir cette personne. Je ne peux pas partir sans lui avoir dit que je l'aime. Et donc, je me mets à nager de nouveau. Je vais passer 20 minutes dans l'eau. Je vais sortir, l'histoire est encore longue, je vais vous en passer les détails, mais ce qui est important dans cette histoire, c'est 2 choses. La première, c'est que tant que j'ai cru quelque chose de manière absolue qui n'était pas prouvé, puisqu'on n'a jamais pu vraiment faire des études là-dessus, à savoir, vous avez 5 minutes de survie, j'ai décidé d'arrêter de me battre parce qu'on m'avait dit que ce n'était pas possible. C'est toujours possible. Il n'y a qu'une chose qui empêche de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Et que ce qui est sûr, c'est que le pessimisme n'a jamais rien construit. Donc il faut essayer, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive. Et s'il faut dépasser des idées reçues, il faut le faire. Puis la deuxième chose, c'est que, et là je reviens à mon émotion, c'est que c'est bien l'émotion, l'envie de retrouver cette émotion qui m'a fait me battre, et non pas des théories techniques ou intellectuelles sur comment est-ce qu'un corps survit ou non une fois plongé dans l'eau avec Archimède et tout ce qui va autour. L'émotion. Alors, je ne vais pas passer trop longtemps là-dessus parce que sinon la conférence va durer trop longtemps. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu parce que j'aurai des millions de choses à vous dire. Mais on en arrive à cette fameuse notion d'adaptation maintenant. Enfin, à savoir comment est-ce qu'on s'adapte. Toujours pareil. Vous avez, là, je suis dans le désert de Dashtelout, il fait 56 degrés à l'ombre, 2% d'humidité. Je suis dans un état physique hallucinant. Je ne pense qu'à abandonner. Tout mon corps dit rentre à la maison, tu n'as rien à faire ici. Et alors, l'adaptation, c'est d'abord effectivement ces 3 étapes. La première, c'est ce que vous avez peut-être entendu, sur quoi a beaucoup travaillé Boris Cyrulnik, et heureusement, sans lui, on n'aurait pas toutes ces connaissances, c'est la résilience.
La résilience, c'est quoi? C'est cette capacité qu'on a de trouver une ressource nouvelle pour retourner à un état fonctionnel. Alors ça demande un certain nombre de choses. La première chose, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est quoi? Ce n'est pas de la résignation, de l'abandon ou quoi que ce soit. C'est vraiment la capacité qu'on a d'accepter la situation exactement telle qu'elle est. Non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, telle qu'on aurait aimé qu'elle soit, telle qu'on fantasmerait, mais pour ce qu'elle est. Et donc, cette situation, si j'arrive à l'accepter telle qu'elle est, je peux commencer à travailler sur les leviers que j'ai sur la situation. Ça paraît tout bête ce que je vous dis là, mais pourtant, on le fait tous à l'envers. Par exemple, s'il pleut, alors ces derniers temps, il a pas mal plu. Est-ce que vous êtes déjà sorti dans la rue le matin quand il pleuvait et vous avez râlé contre la pluie? Ah, il pleut encore aujourd'hui, j'en ai marre. Ça vous est déjà arrivé, ça? Question, est-ce que ça a arrêté la pluie? Jamais, on est d'accord. Par contre, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait deux choses. Un, vous avez créé un canal de négation dans le cerveau, un canal négatif, c'est-à-dire que vous vous êtes mis dans une position négative par rapport à la situation qui va vous accompagner toute la journée. Bizarrement, ces jours-là, tout paraît un peu moins drôle que les autres jours. Un peu moins bien, vous avez plus de problèmes, ça fonctionne moins bien, parce que vous vous êtes mis dans un état négatif par rapport à une situation. Et en plus, vous n'avez pas arrêté la pluie. Alors que si, au moment de sortir, vous voyez qu'il pleut, et que vous cherchez les leviers que vous avez, à savoir prendre un parapluie, mettre un ciré, ne pas sortir et appeler votre patron pour lui dire que vous ne viendrez pas aujourd'hui, parce qu'il pleut, essayez, vous allez voir, ça peut marcher, hein, mais pas beaucoup. Enfin bon, on ne sait jamais. Bref, vous avez un levier qui est le vôtre, et si vous l'actionnez, non seulement vous avez résolu une partie de la problématique, mais en plus c'est votre décision qui a permis de le faire. Et vous arrivez à ce moment-là dans la deuxième étape de l'adaptation, qui est la stabilité homéostatique, c'est-à-dire cette homéostasie, à savoir la stabilité. Et c'est ce qu'on cherche quand on a une situation de crise, quand on a un problème, quand on a cette désorientation qui vient nous impacter. On cherche à retrouver une stabilité, une capacité de souffler, d'avoir remis en état notre système fonctionnel. On est d'accord? Et ça, c'est important. Mais le problème qu'on a, c'est que la plupart du temps, on s'arrête là. On oublie quel est notre rôle dans la notion d'adaptation. Une fois qu'on a stabilisé notre système, dans 99 cas sur 100, on est content et on s'arrête. On a résolu le problème. Et on ne fait pas la dernière étape de l'adaptation qui est fondamentale, qui est d'anticiper et d'influencer le futur, à savoir de prendre en main la situation pour transformer suffisamment ce que j'avais pour que le futur soit différent. Personne ne peut vous dire ce que sera le futur, personne ne le connaît, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne sera en partie que ce que vous déciderez de construire pour le faire. Et malheureusement, ça, on ne le fait pas beaucoup, parce qu'on est content quand ça commence à aller mieux. Et qu'on est tellement content de sortir de la désorientation qu'on ne prend pas de ressources pour générer la solution du futur. Donc, quand vous avez une situation qui vous arrive, vous devez faire en sorte de garder une part de votre capacité de fonctionnement, aussi minime soit-elle, mais bien réelle, pour générer des solutions et commencer à considérer que revenir en arrière n'est pas solution, mais que construire autre chose est une solution. Bref, ça c'est important et finalement c'est exactement ce qu'a fait par exemple Magellan quand il est parti pour explorer. Au début on lui a dit c'est pas possible, on connaît déjà tout sur tout, ça sert à rien. Il n'y a pas cru, il a pris des bateaux et il a bien essayé de trouver un nouveau système pour faire le tour du monde. Cette notion d'être un explorateur, de devenir des explorateurs, à savoir de considérer que la situation dans laquelle vous êtes ne peut pas être satisfaisante, mais que vous devez générer une nouvelle situation, une nouvelle connaissance, une nouvelle compétence, est la solution pour construire le futur, alors vous vous donnez une chance pour l'avenir. C'est pas facile, parce que vous avez une chose simple, c'est que vous perdez les panneaux indicateurs. Nous, en tant qu'humains, on aime bien revenir à quelque chose qu'on connaît. On aime bien quand quelqu'un nous dit par où il faut aller. Et ça, vous le perdez complètement dans ce moment où vous devez construire autre chose. Vous perdez les panneaux indicateurs, vous perdez les certitudes, et vous devez commencer à créer votre propre chemin. Et ça, réellement, ça demande énormément de courage. Il ne faut pas se voiler la face là-dessus. Il ne faut pas croire que c'est facile. Quand j'entends « ouais, mais il n'y a qu'à changer ça, il n'y a qu'à changer ci, il n'y a qu'à faire comme ça », non, ce n'est pas vrai. C'est beaucoup de courage de faire ça.
de décider qu'on va transformer quelque chose qui fonctionne aujourd'hui pour essayer de modifier un futur qui n'existe pas encore. C'est dur. Ça demande du courage, de l'abnégation, de la volonté et de lutter contre un truc tout bête. C'est notre peur. Ça fait très peur, ça. Ça fait peur l'avenir qu'on ne connaît pas. Ça fait peur de ne pas savoir vers où on va. Ça fait peur d'essayer quelque chose qui ne marchera peut-être pas. À tel point que nos sociétés, elles ont essayé un truc. Elles ont essayé de tuer la peur. Avec le risque zéro, avec le principe de précaution, avec toutes ces choses-là qu'on a essayé de mettre en place pour empêcher d'avoir peur. Ben finalement, on a tellement oublié la peur qu'on pense qu'aujourd'hui, on peut s'en absoudre. Mais c'est tout le contraire. Moi, je suis encore en vie aujourd'hui, après 25 ans d'expédition dans les milieux les plus extrêmes de la planète, parce que j'ai peur. Parce que j'ai vraiment peur. Je suis quelqu'un qui est pétri de peur. Mais parce que j'ai peur, je sais qu'à chaque fois que quelque chose me fait peur, je dois apprendre quelque chose pour la dépasser. Si j'ai peur, c'est qu'il y a quelque chose qui me pose un problème que je dois comprendre. Si j'ai peur, c'est qu'il y a une alerte qui me dit que je dois faire attention à quelque chose. Si j'écoute cette peur, non pas pour me tétaniser, mais au contraire pour l'utiliser, alors j'ai une chance de m'en sortir. La peur est notre meilleur outil pour construire le futur. Mais nous, dans nos sociétés, on essaie de l'éliminer parce qu'on n'aime pas trop avoir peur. C'est désagréable. Encore une fois, ça demande du courage. Et enfin, je m'arrêterai après là-dessus. Ça, vous connaissez tout ce que c'est. C'est un bout de notre cerveau. C'est un système neuronal avec un synapse. Et c'est ce qui nous permet de prendre nos décisions. Alors, si vous êtes d'accord, je vais prendre quand même 2 petites minutes pour parler de ce cerveau, parce qu'on l'aime bien, puis qu'on en a tous un. En plus, ça tombe bien. Tiens, parce que c'est la fin de journée, vous êtes un peu fatigué, je vais vous poser des questions. On va faire un petit quiz, d'accord ? Ça va être simple. Là, il y a un problème qui va s'afficher au tableau. Enfin, au tableau. Le vieux prof. Le tableau noir avec la craie. Non, à l'écran, là, il y a un problème qui s'affiche. Dès que vous avez la réponse, vous levez le bras. La main, quoi. Mais vraiment, à l'instant, c'est un truc de rapidité. Hein. Alors, juste 2 choses. Je sais qu'avec la distanciation sociale, vous n'êtes pas tous l'un à côté de l'autre, mais des fois, ça va très vite, alors vous tapez le voisin et tout, donc faites gaffe quand même. Hein. Mais attention, ça va aller très vite. Vous êtes prêts ? Tac ! Ouais, pas mal. Bon, c'était la première fois, vous étiez un peu fatigué. On continue comme ça va aller très vite. Attention, vous êtes prêts ? Paf ! Ah, quand même, merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Sérieusement ? Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est assez simple. Hein. Quand vous avez vu 3 x 6, a priori, personne d'entre vous n'a réfléchi. Vous avez toutes et tous vu 18. Vous avez tous été à l'école, enfin presque. Et automatiquement, vous avez tellement appris que 3 x 6 fait 18 que quand vous voyez 3 x 6, il n'y a rien de votre cerveau qui se met à travailler, sauf une toute petite zone mémoire, celle du 18, et une toute petite autre zone qui fait lever les bras. C'est tout, rien d'autre. Par contre, ça s'appelle l'allocation corticale, c'est-à-dire que c'est votre savoir acquis. Par contre, quand vous avez vu 15 x 25 divisé par 5 plus 3, alors bizarrement, on a entendu dans la salle un « oh ». Pourtant, le calcul, il est très simple, hein, quand on le décortique et tout, c'est pas compliqué, mais parce qu'il est présenté d'une manière un peu plus complexe, vous n'avez pas ce qu'on appelle la réponse immédiate, vous n'avez pas de mémoire immédiate qui vous donne la réponse à ça. Donc, vous devez mettre en place une stratégie d'ajustement, une réflexion qui vous permet de résoudre ce problème. Alors, vous mettez en place une stratégie. Certains d'entre vous ont essayé de faire 15 x 25. C'est pas simple. Hein. D'autres ont peut-être essayé de faire 5 plus 3. Non plus. D'autres ont essayé de faire 25 divisé par 5. Puis certains se sont dit, ça ne va pas changer ma vie, donc je n'ai pas besoin de le résoudre. Dans tous les cas, à l'instant où vous avez pris cette décision d'une fonction ou d'une autre, vous avez cessé d'être stressé, parce que jusque-là, vous étiez légèrement stressé, d'où le son qu'on a entendu, hein, le « ah », dit juste « ah mince, je n'ai pas la réponse immédiate au problème ». Et comme je n'ai pas la réponse immédiate au problème, j'ai un stress, et parce que j'ai un stress, je dois mettre en place une stratégie d'ajustement qui me permet de trouver une solution. C'est exactement le processus de la fonctionnalité de solution. Vous allez creuser et essayer de chercher. Alors, le truc, ça vous permet, il faut de l'imagination pour ça, parce qu'il faut aller chercher dans votre cerveau, il faut un peu de réactivité, il faut de la modularité, ça c'est un détail. Mais si je prends, pour vous expliquer ça un peu différemment, imaginez que ce rectangle blanc, là, ce soit l'ensemble de quelque chose qu'il faut savoir, enfin, d'une notion. Et puis, le but, c'est de comprendre cette notion, donc vous allez petit à petit remplir par vos connaissances acquises au fur et à mesure des années ce carré blanc jusqu'à devenir peut-être l'expert de ce rectangle blanc. Vous êtes la personne qui connaissait le mieux la question du rectangle blanc. Au fur et à mesure des années, vous avez rempli tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. S'il y a un problème avec le rectangle blanc, c'est vous que j'appelle,
parce que vous êtes la meilleure personne pour y répondre. Et c'est génial, c'est très valorisant quelque part, c'est très bien parce que c'est... Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment je fais pour... Moi, à chaque fois que je vois ça, ça me fait penser à moi au début d'une expédition. Quand je pars en expédition, je suis Superman, quoi. J'ai toutes les réponses, toutes les solutions. Et après, je suis dans l'expédition, et généralement, je suis beaucoup plus man que super. C'est vrai qu'on a cette tendance à croire qu'on a compris un problème et qu'on a paramétré un problème et qu'on a la solution. Et on se retrouve dans cette situation... j'ai de nouveau pressé sur le mauvais bouton. Décidément, j'ai un problème avec cette télécommande. On se retrouve dans cette situation où on a le rectangle blanc qui s'est transformé en rond et on n'a pas la capacité d'utiliser le savoir initial qu'on a pour continuer à faire fonctionner notre système. Donc, plutôt qu'un grand rectangle, moi, je vous recommande d'essayer de construire plusieurs petits rectangles, carrés, triangles, bref, plein de savoirs différenciés. Parce que notre cerveau, il fait un truc tout bête. Quand il est face à une situation qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, face à laquelle il n'a pas de réponse immédiate, il va chercher partout ce qu'il a comme réponse, comme notion, pour essayer de reconstruire une capacité nouvelle. Ça, c'est exactement ce que fait votre cerveau. Plus vous avez de diversité dans votre cerveau, de compréhension différente de notions, plus vous êtes curieux en réalité, et donc avez en vous plein de petites notions, plus vous serez capable de faire face à une question nouvelle qui vous est posée, et donc de construire une fonctionnalité qui ira dans le futur. Ça, c'est vous. C'est votre cerveau. Et il n'y a qu'une personne qui peut le développer, une seule, c'est vous. À chaque fois que vous commencez quelque chose de nouveau, vous vous donnez une possibilité de fonctionner dans le futur. Quand je parle de nouveau, c'est vraiment nouveau. Si vous êtes une ou un super mathématicien et vous commencez un nouveau problème mathématique très dur, vous faites toujours travailler les mêmes zones du cerveau. Ce n'est pas nouveau. Donc, c'est bien des choses nouvelles qui vont développer votre cerveau. Si maintenant on comprend cette fonction cognitive de base très simple, très structurelle dans le cerveau et qu'on l'écarte et qu'on la tire dans la société, ce qu'on constate, c'est que si vous avez un problème social et que tout le monde pense exactement de la même manière, avec les mêmes solutions et la même éducation, vous n'avez aucune chance de le résoudre. La seule chose qui nous donnera une chance pour le futur, c'est la diversité de vos cerveaux et la diversité de la population. Les pensées différentes, les visions différentes, les fonctionnements différents. À chaque fois qu'on rejette un migrant dans la mer, on hypothèque une chance de construire le futur. À chaque fois qu'on dit à une femme qu'elle est inférieure à un homme, on hypothèque en partie la construction du futur. À chaque fois qu'on pense qu'il faut mettre des personnes similaires avec la même éducation dans une pièce pour résoudre un problème, on hypothèque en partie la construction du futur. Notre adaptation, c'est d'abord notre diversité. Et si on a cette diversité, qui est très ancienne, cette capacité de vouloir raconter une histoire ensemble, en commun, cette pièce de peinture rupestre est en Argentine, mais vous pourriez retrouver une photo très similaire en France, en Amérique du Sud, en Asie, parce que de tout temps, les humains ont eu ce besoin de partager et de raconter leur histoire, de se montrer aux autres pour ce qu'ils étaient, de la même manière, avec cette même volonté. Cette peinture, elle nous dit une seule chose. Nous, humains, on est tous des humains avec les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes rêves, qu'on soit d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe, et que si on met ensemble toutes ces mains, d'un peu partout, il n'y a strictement rien qui sera impossible pour notre futur. C'est l'histoire de l'arbre, parce que si une personne n'a pas vu un arbre ou une forêt, et donc ne sait pas quelle émotion transmettre pour pouvoir la protéger, une autre personne pourra le lui raconter. Et c'est ça notre diversité, savoir se raconter les uns les autres nos expériences pour pouvoir finalement construire quelque chose de commun qui sera fonctionnel demain. C'est pour ça qu'on doit profondément travailler sur notre système éducatif, d'abord pour que les émotions soient prises en compte, et aujourd'hui ce n'est pas le cas, et pour qu'on mette ensemble dans les mêmes classes des enfants d'un peu partout, et qu'on n'ait pas peur, jamais,
de recevoir des étrangers. Notre capacité à nous adapter à demain, je le répète, c'est d'abord la diversité, et puis c'est aussi cette envie de beauté. De considérer que ce qui nous donne envie de nous battre pour le futur, ce n'est pas la vision de la destruction, ce n'est pas la vision de la peur ou la vision de l'horreur, c'est une vision de bonheur et de plaisir, c'est un émerveillement. Plus la situation devient dure, et moi je l'ai vécu plein de fois, plus à chaque fois que j'ai été dans des conditions hallucinantes, c'est parce que j'ai trouvé un élément qui allait m'émerveiller qui m'a permis de m'en sortir. C'est la personne que j'ai vue dans mon rêve au Met à New York qui m'a donné envie de nager. C'est un petit oiseau tout petit, de quelques centimètres, qui est venu virevolter devant mon camp alors qu'il faisait moins 60 degrés, que je pensais que je ne pourrais plus avancer, et qui tout d'un coup s'est mis à virevolter devant mon camp et qui m'a donné envie de me lever quand même. C'est un arbre, c'est un paysage, c'est un coucher de soleil, c'est la mémoire d'accroche d'une personne que vous aimez. Si vous êtes capable de générer dans les pires situations de vos vies, ou des situations les plus compliquées, cette notion d'émerveillement, il n'y a rien qui est impossible. Parce que, pourquoi est-ce que vous voulez vous battre? Pour un futur impossible qui parle de la destruction, ou pour un futur que vous pouvez construire pour le rendre possible à long terme? Et c'est ça l'adaptation. Cette envie que vous aurez de vous battre pour protéger le futur. C'est pour ça que moi je vais continuer personnellement d'explorer, de partir, de quitter parfois les gens que j'aime pour continuer ce travail, d'aller questionner notre monde, d'explorer demain. Mais seul, j'irai pas bien loin. La vraie question aujourd'hui qu'on doit se poser tous et toutes collectivement, c'est, et vous, quelle sera votre exploration qui va développer vos fonctions cognitives nouvelles pour que vous ayez la diversité suffisante dans vos cerveaux et l'envie de collaborer avec tout le monde pour construire notre futur. Si on a ça, alors on sera adapté à demain. Merci de m'avoir écouté. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup. C'était un peu plus long que prévu. Je vous ai raconté plein de trucs, mais du coup, vous avez peut-être des questions à poser ou des choses à partager. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut poser la question suffisamment à haute voix pour que je l'entende, assez fort, puis je la répéterai. Comme ça, on peut entamer la discussion. Monsieur, vous aviez une question ? Oui. Oui. D'accord. Alors, je vais répéter ce que dit monsieur, qui est très juste, hein, mais je vais le répéter pour que tout le monde entende. Monsieur dit que la nature est plus forte que l'homme et que c'est toujours elle qui prendra le dessus. S'il y avait le Groenland qui était une terre verte qui est devenue un glacier, il y avait le Sahara qui était à l'époque une terre cultivable qui est devenue un désert, et ainsi de suite, hein, c'est bien ça l'idée. Et donc la nature est toujours plus forte que l'homme. Alors je suis 100% d'accord, de croire qu'on est plus fort que la nature est une erreur majeure et ça ne marche jamais. Et effectivement, les grands cycles naturels provoquent un certain nombre de changements. Cela dit, et ça c'est vrai, néanmoins, on a quand même, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'anthropocène, hein, à savoir que plutôt que le temps géologique normal qui s'était fait, encore une fois, sur cette lente évolution pendant plusieurs milliers d'années, on a quand même un peu accéléré cette notion-là. Non pas que la nature ne va pas être plus forte que nous, elle va reprendre le dessus sur l'ensemble, ça j'en suis, et je pense que tout le monde est persuadé dans cette salle qu'in fine, la Terre, la nature, va continuer d'exister
au-delà ou avec l'humain, hein, ça c'est pas le problème. L'humain peut disparaître demain, la nature ne va pas disparaître. Donc notre question à se poser, c'est plutôt est-ce que nous on a envie de continuer d'exister dans cette nature et comment est-ce qu'on a envie de continuer d'y exister? La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on détruit quelque chose sur le climat, c'est un coup de couteau qu'on se donne à nous-mêmes. Ça, c'est certain. Et malheureusement à plein d'espèces animales et végétales qui disparaissent avec nous. Donc il faut quand même voir qu'on a un peu accéléré le problème parce qu'on a fait un truc tout simple. Au-delà du carbone, on a aussi réduit beaucoup l'espace de la biodiversité. L'histoire de la Covid, c'est quand même un exemple assez édifiant qui montre bien, enfin, ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes et la Covid, en ce moment, cette même année, c'est exactement similaire. C'est qu'on a réduit l'espace de la biodiversité, on a mis ensemble des animaux qui n'auraient jamais dû se rencontrer, on a permis donc des contacts intéressants, et puis il y a tout d'un coup une transformation, une mutation génétique qui nous amène une zoonose nouvelle, parce que les zoonoses, il y en a depuis longtemps, et qui provoque le SARS-CoV-2, qui provoque la Covid. De manière similaire, la fonte du permafrost, par exemple, qui est quand même assez intéressante. Alors le permafrost fondra avec ou sans nous dans les millénaires qui vont suivre, sauf que nous, on accélère un petit peu cette fonte du permafrost quand même. C'est intéressant parce que le permafrost qui fond, en gros, dans le permafrost, hein, est contenu à peu près 100 ans, l'équivalent de 100 ans des émissions de l'ensemble de la planète actuelle. C'est-à-dire que si on fait fondre le permafrost, vous avez tout d'un coup, en quelques années, l'équivalent de 100 ans de CO2 qui se dégage. Donc déjà, c'est un petit peu embêtant, techniquement. Et puis le deuxième truc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce permafrost, il y a des tas de virus, et des tas de bactéries, et des tas de choses, notamment des super virus, hein, des virus géants, qui sont dans le permafrost, qui se libèrent avec la fonte. Et c'est pour ça que, par exemple, on en a très peu parlé, parce qu'on parlait beaucoup du SARS-CoV-2, mais c'était vraiment le truc important, mais en Chine, enfin en Mongolie du Sud, pendant l'épisode du SARS, on a vu aussi réapparaître la peste bubonique, par exemple, qu'on appelle la peste de la marmotte, qui avait disparu, et qui d'un coup revient là, hop, parce qu'il y a des changements fonctionnels dans les terres. On a une personne qui est morte de l'anthrax en 2016 en Sibérie, un anthrax qui avait complètement disparu, parce que là encore, c'était un virus qui était prisonnier du permafrost et qui s'est libéré. Donc, cette libération-là, qui est devenue quand même un peu plus rapide, provoque quand même un certain nombre de choses, à la fois en CO2 et à la fois de manière maladive. Puis en plus, on va creuser pas mal avec les mines aujourd'hui, qui accélèrent ça. Donc là, on est d'accord, monsieur, moi je suis 100% d'accord. Quand je suis en expédition dans la nature, objectivement, je sais bien que la nature sera toujours plus forte que moi. C'est même hallucinant. Mais on a quand même eu un impact sur cette nature très fort qu'on doit quand même essayer de réduire. Voilà. C'est en tout cas ma vision, quoi. Oui, madame ? Oui. Alors, d'accord. Alors la question, enfin la remarque qui est à la fois remarque et question, qui dit la distanciation sociale, le gel, toutes ces choses-là, c'est une solution pour nous d'essayer de préserver au plus longtemps la vie en attendant le vaccin, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, c'est ça ? Oui, clairement, aujourd'hui, on essaye de faire. Alors après, chacun pense ce qu'il veut sur la situation de la Covid et le virus, hein, mais en tout cas, les décisions qui sont prises aujourd'hui sont d'essayer de préserver, de réduire en tout cas la diffusion du virus par la distanciation sociale, par les masques, par le gel, en attendant le vaccin. Alors, je dirais 3 choses. D'abord, oui, le virus, il est réel, il circule, il n'y a pas de doute. On va devoir se questionner dans le futur de notre rapport à la maladie, de notre rapport à la vie, à la mort. Ça fait partie aussi de notre adaptation. Le vaccin... oui, tout le monde l'attend, il n'est pas du tout certain le vaccin. Hein. Je veux dire, pour l'instant, il y a 100... Alors, c'est intéressant cette histoire de vaccin. Vous le savez sans doute ou pas, mais donc je fais un petit résumé là-dessus. Il y a 169 vaccins en développement actuellement sur la planète par différents laboratoires et différents systèmes gouvernementaux. 169. Il y en a actuellement 46 qui sont considérés comme des candidats potentiels intéressants. Et puis il y en a, alors c'était 12, maintenant je crois que c'est en train d'augmenter, une douzaine qui sont en état de test de niveau 3, donc de test clinique, où on a des candidats volontaires humains qui sont en test actuellement, non pas pour la version active du vaccin, mais pour la version passive. Donc on regarde, quand on injecte un petit peu de vaccin, ce qui se passe sans qu'ils soient encore actifs. Donc on est dans cette phase 3, une douzaine de vaccins, une quinzaine peut-être maintenant, avec une certitude, c'est que ce ne sont que des tests pour l'instant.
Personne ne sait si ça va marcher. Certains spécialistes considèrent que le virus mute trop vite pour qu'on puisse vraiment y trouver un vaccin. D'autres pensent que ça va se faire. Je ne sais pas, je n'ai pas plus d'informations que vous là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut plutôt essayer de se dire, si le vaccin ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Et comment est-ce qu'on fonctionne à long terme sur un système viral qui n'est pas complètement nouveau, mais qui a effectivement été assez violent. Moi, je pense qu'on a quand même un souci aujourd'hui. Alors, soyons très clairs, moi, je n'ai pas de critique envers les uns et les autres. Chacun a pris des décisions plus ou moins bonnes, parfois mauvaises. On a 185 pays qui ont été touchés en même temps par le virus, ce qui est unique dans l'histoire connue, en tout cas, de l'humain. On a, si ça vous intéresse de regarder ça, il y a le Oxford Institute qui a fait un tableau extrêmement intéressant avec une carte du monde pour les décisions qui ont été prises dans le monde. Et ça montre bien une chose toute simple, c'est que sur ces 185 pays, à l'exception de 3 d'entre eux, tout le monde a pris des décisions extrêmement coercitives, de confinement, de masques, et ainsi de suite. Donc il n'y a que 3 pays qui s'en sont absous. Et parmi ces 3 pays, il y a effectivement la Suède, qui est un exemple intéressant. Et les 2 autres pays, ce sont des dictatures absolues. Donc c'est intéressant de voir à quel point on a tous plongé dans le même peur, le même risque, le même envie de bloquer en fait les distanciations et effectivement, ce qui est normal parce qu'on veut préserver la vie. Maintenant, il y a quand même un petit problème avec ça. C'est qu'on a en France, par exemple, je vais essayer de faire une réponse un peu plus courte, mais je vais accélérer un peu, mais on a en France 11,7% du PIB consacré à la santé. Donc, on a une santé qui n'est pas si mal. On a vu des défauts pendant cette période de vaccin. On a vu des tas de choses à changer. Mais enfin, on a 11,7% du PIB consacré à la santé chaque année. Potentiellement, on peut se dire que ce n'est pas très bien utilisé, qu'il faudrait changer des choses, mais cet argent est bien là. On a 4,2% du PIB consacré à l'éducation. Moi, je pense que sans forcément dire qu'il faut enlever de l'argent à la santé, il va falloir qu'on augmente un peu le PIB consacré à l'éducation. Parce que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui par rapport au virus et par rapport à l'environnement du futur va venir d'un changement éducatif et d'une capacité qu'on aura d'éduquer différemment les gens, non seulement en France, mais de pouvoir aider les populations aussi qui ont moins d'argent pour l'éducation à générer plus d'éducation. Donc il va falloir qu'on transforme ça parce que c'est la base. Parce qu'après, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec les changements, avec les crises, avec le virus, avec d'autres virus qui vont arriver. Et on ne pourra pas tout le temps fermer la vie et fermer l'économie, ou au contraire développer des milliards dont on ne sait pas trop d'où ils viennent. Donc cette problématique-là, elle n'est pas due à un gouvernement, à un président, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La question n'est pas là. Elle est un problème de fond que nous pose le virus. La Covid-19 nous pose une question. C'est que veut-on pour notre avenir en tant que société humaine face aux crises futures qui ne manqueront pas d'arriver? C'est à ça qu'on doit réfléchir aujourd'hui. Plus à mettre en accusation au gouvernement ou d'autres gouvernements, à dire vous avez bien fait, pas bien fait, vous avez dit un jour les masques, pas les masques. Le truc, ça évolue, ça change, c'est comme ça. Mais la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui? Comment est-ce qu'on prend cette situation pour créer un futur différent? Et c'est à ça qu'on doit se concentrer. Et pas à se taper les uns sur les autres pour savoir qui a eu raison ou tort. Je ne sais pas si ça dépasse un peu votre question, mais voilà. Oui? Moi, j'aimerais savoir, quand vous partez en expédition, vous partez tout seul ou vous acceptez les stagiaires? Alors, comment je vais répondre à ça? Donc la question, si quelqu'un n'avait pas entendu, mais je crois que la question a été posée assez fort, mais pour Internet, c'est est-ce que je pars tout seul en expédition, est-ce que j'accepte les stagiaires? Alors, je fais quelques expéditions solitaires, mais la plupart de mes expéditions sont en groupe. Certaines sont réservées à des professionnels, on va dire, des gens qui sont aussi chercheurs, ou qui me mandatent ou que je mandate pour différents travaux, et puis d'autres expéditions, comme on a une grosse expédition en préparation qui devait partir là en septembre de cette année, et qui aux grandes dames de toute l'équipe et de moi-même, a dû être repoussée d'une année, qui s'appelle 4 x 30 jours Mission 20. On va partir dans les 4 milieux les plus extrêmes de la planète, non plus tout seul cette fois, mais avec 24 personnes, 12 femmes, 12 hommes. Toutes mes expéditions sont toujours paritaires, mixtes et paritaires. C'est fondamental. Et donc, oui, on emmène là, ce sont des gens, entre guillemets, novices, sans expérience préalable, qui sont de la vie de tous les jours et que j'emmène dans ce cadre-là, dans des expéditions extrêmes, pour voir vraiment comment leur cerveau se transforme et puis comment un groupe humain, surtout, régénère une capacité à fonctionner ensemble et à recréer un système fonctionnel dans une situation qu'on appelle d'anomie, à savoir d'anormalité, tout simplement. Donc ça arrive, oui. Entre autres,
Je ne vais pas encore vous dire exactement quelle sera l'expédition, mais sachez que le 26 décembre 2020 va commencer une très grande expédition de recherche scientifique sur le cerveau humain, avec 6 personnes qui ne sont pas encore choisies, donc les candidatures seront ouvertes dans quelques jours, qui va durer 40 jours très exactement, et qui se fera en France. Ce sera la première grande expédition de recherche scientifique sur le cerveau in situ, qui se fera non pas à l'étranger, mais en France. Donc à partir du 26 décembre, je vous invite à le suivre, ça va être plutôt un chouette projet, et on va chercher 4 ou 5 volontaires, femmes et hommes, pour le faire. Le nom du projet, je ne le dis pas encore, mais si vous suivez Adaptation sur Facebook, Adaptation Institute, ou moi-même, Christian Clot, dans quelques jours, ça va sortir, mais j'aimerais que tout le monde l'apprenne en même temps. Et je ne peux pas encore l'annoncer ce soir parce que j'ai encore un partenaire qui attend de confirmer sa participation. Oui ? Alors la question, c'est quels sont les scientifiques qui valident les résultats, à savoir sur quelle adaptation, ce système de fonctionnement qui passe sur la diversité, cette capacité de créer la diversité, entre autres, et puis après tout ce qui va autour, gérer les peurs, le courage et tout ça. Quels sont les scientifiques qui valident ça? Alors je dirais déjà tous ceux de mon institut. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais enfin, ça fait quand même 40 scientifiques qui bossent autour de ça, sur ces sujets qui sont pas tout à fait des moindres. Si vous allez sur notre site internet Adaptation Institut, vous allez voir le pédigré, ils sont pas tout à fait les moins bons du monde. Mais en réalité, de plus en plus de scientifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que le système divers du cerveau, à savoir, depuis 20 ans, on sait que le cerveau est beaucoup plus plastique que ce qu'on pensait, est beaucoup plus génératif que ce qu'on pensait. Et donc, ça a posé un certain nombre de questions sur qu'est-ce qui fait qu'un cerveau va transformer, va créer, détruire, et pourquoi, quels sont ces mécanismes fonctionnels. Et on voit bien que, généralement, une personne... Pourquoi, par exemple, pendant très longtemps, on a vu que, on disait, le cerveau se développe plus après un certain âge. On disait, ça se développe jusqu'à 25 ans, puis après, ça se développe moins. Mais aussi, la plupart de ces études étaient menées à une époque, dans les années 60, 70, et puis début 80, au moment où les IRM sont arrivés, sur des populations qui changeaient très peu de vie. C'est-à-dire qu'on apprenait, on allait à l'école, on apprenait un métier, et globalement, on restait toute sa vie dans le même métier, voire même dans la même entreprise parfois. Et donc on avait peu d'occasions de réellement se confronter à la nouveauté. Et les années extraordinaires des années 50 aux années 2000, 1950 à 2000, ont été des années particulièrement calmes, en tout cas en Europe et en Occident globalement, là où ont été faites les études, parce qu'il faut savoir que les études sur le cerveau humain comme en psychologie sont faites majoritairement sur des mâles blancs. Donc ça veut dire qu'occidentaux, donc mâles blancs occidentaux, c'était là-dessus que beaucoup des études étaient faites. Donc c'est vrai que comme on changeait peu et qu'on avait peu d'occasions de se trouver confronté à de la nouveauté, on avait un cerveau qui se développait plus beaucoup. Aujourd'hui qu'on est de plus en plus confronté à des nouveautés, mais on voit bien que le cerveau rebouge, travaille et tout ça. Donc il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui travaillent là-dessus, beaucoup en laboratoire, et maintenant on a quelques instituts, quelques collègues en Chine entre autres, en Allemagne et en Angleterre qui commencent à avoir des méthodologies in situ et qui arrivent à des conclusions similaires aux nôtres. Maintenant, il faut être très clair, et je vous donne la parole dans une seconde, toutes ces études sont embryonnaires, et j'insiste là-dessus. C'est paradoxal, mais travailler sur le cerveau dans ces conditions, il y a des extraordinaires travaux sur le cerveau. Je ne suis pas du tout en train de dévaloriser tous les autres travaux qui se sont faits. Et Dieu sait si en France, on a eu, grâce à des gens comme Stanislas Dehaene, à Étienne Quéclin et autres, des scientifiques qui ont fait énormément progresser la connaissance sur le cerveau. Et ça, on ne va évidemment pas éliminer tout ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce cerveau, ce matériau cognitif, dans une situation réelle, c'est encore très récent, donc on a énormément de travail à faire. Malheureusement, et ça je le dis mais on manque un tout petit peu de budget pour le faire, parce qu'il faut convaincre aujourd'hui l'idée que ça vaut la peine de sortir du laboratoire pour aller faire des études sur le cerveau. Ce qui n'est pas évident, parce que beaucoup de scientifiques, et c'est peut-être la raison de votre question, considèrent qu'il y a trop de biais de recherche, c'est-à-dire qu'il y a trop d'informations qui arrivent pour qu'on puisse dissocier les informations et comprendre pourquoi il y a eu une modification. C'est vrai. Donc le laboratoire est beaucoup plus simple, parce que dans le laboratoire, vous éjectez une seule notion, une peur, une question, et vous avez une réponse. Le seul problème avec ça, c'est qu'on arrive à un moment donné de notre histoire, en tant qu'humain, où il y a trop de choses qui se passent dans nos vies pour qu'on puisse continuer de fonctionner périmètre par périmètre, et qu'à un moment donné, il faut accepter
d'aller confronter le cerveau au réel. Parce que le plus grand biais qu'on pourrait avoir dans les études scientifiques sur le cerveau aujourd'hui, c'est de continuer de croire qu'il ne vit qu'une seule chose à la fois. Ce qui n'est pas vrai. Voilà. Madame ? Ah, alors, la question c'est comment je suis sorti du fjord. Alors, déjà entier. Alors, ça a été... Alors, oui, si, c'est vrai que j'en parle pratiquement jamais parce que ça a été très compliqué. Parce qu'en réalité, alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé vraiment parce que c'est bizarre. Parce que donc je me retrouve dans l'eau, là, je nage, je veux arrêter de nager, je vois Turner, et je recommence à nager. Et j'arrive à mon zodiaque. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle déjà. Sauf que là, je suis tétanisé de froid, épuisé. Et mon zodiaque, j'ai un gros zodiaque de 10 places, parce que c'est le seul que j'avais trouvé. Et donc, moi, imaginons si moi j'ai ma tête sortie ici, le boudin de zodiaque, il est comme ça, quoi. Et je n'ai pas la force de remonter dessus. J'essaie une fois, j'essaie deux fois, et je n'arrive pas à remonter dessus. Et là, je perds connaissance. Et alors, je sais, c'est pour ça que j'en parle pas souvent, mais je me réveille dans ma tente, qui est sur une plage au bord du fjord, avec le zodiaque sur la plage, et je suis dans mon sac de couchage, et j'ai un thermos d'eau chaude à côté de moi. Et il s'est passé 2 jours. Et sincèrement, je n'ai aucune idée à ce moment-là de ce qui s'est passé. Donc je suis tout seul, hein, il n'y a personne d'autre, c'est un endroit où il n'y a pas de pêche, on ne peut pas rentrer dans ce fjord parce qu'il y a des hauts fonds, enfin bref. Donc je me mets à réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Et là tout y passe. Hein. Je veux dire, bon, il y a vraiment, parce que je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit. Est-ce que c'est un dauphin qui est venu me chercher? Est-ce qu'il y a une main divine qui m'a... Enfin, non mais vraiment, c'est assez fou. Et en fait, je vais mettre 6 mois. Alors je vais repartir en expédition, je vais finir. Et c'est seulement nettement plus tard, plus de 6 mois plus tard, que j'ai des bribes qui vont revenir, qui vont commencer à revenir. Et en fait, c'est beaucoup plus basique que malheureusement, il n'y a pas de... Bon, ça aurait été bien, hein, j'aurais eu des choses à raconter, j'aurais écrit un livre extraordinaire. La main de Dieu m'a sauvé, tout ça. Enfin, vous imaginez le succès en librairie. Et ben non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé vers mon zodiaque et que j'ai voulu remonter dessus, ben en fait, j'étais tellement épuisé que j'ai fait comme on fait presque tous, je pense, toutes et tous, c'est que quand vous avez vraiment envie de quelque chose, ben vous arrêtez un peu de réfléchir, puis vous essayez de forcer la chose. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, puis j'essayais de me jeter sur mon zodiaque, et forcément, j'y arrivais pas. Et donc, j'étais en frontal avec mon zodiaque. La discussion était perdue d'avance pour moi, parce qu'il était beaucoup plus fort que moi. Et quand j'ai perdu connaissance, en réalité, je n'ai pas perdu connaissance, mais j'ai arrêté de lutter. Et c'est à ce moment-là que s'est passé un truc tout bête. C'est que quand j'étais enfant, j'ai fait du cheval d'arçon. Et je détestais ça. Mais bon, il se trouve que j'étais à la gymnastique à l'école et qu'on me proposait de faire du cheval d'arçon. Donc c'est le cheval d'arçon, ce machin où vous passez la jambe par-dessus un truc. Hein. Et en fait, cette gestuelle du cheval d'arçon, qui est vraiment une gestuelle où vous avez une capacité de faire basculer vos jambes et d'utiliser vos hanches pour basculer vos hanches par-dessus le cheval d'arçon. Aujourd'hui, plus personne fait du cheval d'arçon, franchement. Qui fait du cheval d'arçon, quoi? Eh bien, je vous le recommande parce que moi, ça m'a sauvé la vie. Parce qu'en réalité, au moment où j'ai cessé de lutter, est revenue du fin fond de ma mémoire cette gestuelle, cette bête gestuelle de comment je jette une jambe. Et au lieu d'essayer de remonter sur mon zodiaque bêtement, ben, j'ai retrouvé ça et je me suis retrouvé dans mon zodiaque. J'ai pu rentrer, voilà. Et puis quand je suis arrivé à mon camp, j'étais tellement épuisé que je me suis écroulé dans mon camp et je me suis réveillé à 2 reprises pour faire de l'eau, pour sortir mon zodiaque de l'eau. À chaque fois, je me réeffondrais. Et mon cerveau a fait exactement ce qu'il fait quand il a eu trop mal, quand il a trop souffert, c'est qu'il a effacé cette mémoire. Et je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que j'entends et je lis encore des choses qui m'hallucinent en matière judiciaire en France et ailleurs dans le monde, où on peut considérer, où je lis noir sur blanc par des journalistes dits intelligents qui ont fait des études, que c'est quand même incroyable qu'une femme qui s'est fait violer se rappelle de ça 20 ans après, et que c'est inadmissible et qu'elle avait qu'à s'en souvenir avant. Bon sang de bonsoir, quand vous avez subi un trauma, votre cerveau fait tout ce qu'il peut pour l'éliminer, parce que sinon il souffre tout le temps. Et peut-être, et moi j'en suis assez persuadé, mais alors ça ce n'est pas scientifique, c'est personnel, mais je pense que si on ne se souvient pas de notre naissance, c'est que ce serait insupportable de s'en souvenir. Ce serait insupportable.
de passer d'un milieu aqueux, chaud, protégé, à un milieu gazeux où tout devient un danger. On ne peut pas s'en souvenir parce que ce serait insupportable. Quand vous vivez un trauma profond, votre cerveau il cherche à l'éliminer. C'est normal, sinon vous n'arrivez pas à vivre correctement. Et ça fait partie de votre résilience. Maintenant, effectivement, il faut quand même arriver à s'en souvenir parce que ça fait aussi partie de ce qu'on a pour se construire. Donc là, mon cerveau a fait basiquement cette notion d'élimination d'une douleur trop grande pour pouvoir continuer. Mais sauf que moi, j'avais besoin de m'en souvenir, donc j'ai travaillé dessus et ça m'est revenu plus tard. Donc c'est bel et bien basiquement un geste qui m'a sauvé la vie, mais c'est bel et bien cette volonté de me protéger qui avait fait à mon cerveau la volonté de l'oublier. Voilà ce qui s'est passé. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Alors, qu'ai-je appris auprès des migrants? C'est vrai que j'ai dit ça, et c'est parce que c'est vrai que j'en parle encore très peu, parce que c'est encore très compliqué, parce que je suis en plein dans ce travail, et que ce qui me fascine, et ce que j'ai vraiment appris auprès des personnes, j'ai accompagné plusieurs groupes différents dans un trajet que je ne décrirai pas ici, mais qui est, comme vous pouvez l'imaginer, parfois hallucinant, où on vit des choses qui dépassent l'entendement humain, concrètement. Et je pense que j'ai encore pas vu, d'ailleurs, heureusement pour moi, et malheureusement le pire, mais bref, c'est terrifiant. Ce qui m'a vraiment appris durant ces trajets qui étaient similaires à chacune de ces personnes, c'est la force du rêve. C'est la force de ce qu'apporte l'idée qu'il est possible d'avoir autre chose après. Et d'arriver à... Je vous donne un exemple, un seul, mais qui m'a sidéré. C'est que moi, je travaille en Amérique centrale sur les migrants qui partent du Salvador ou du Honduras et qui vont tenter d'aller jusqu'aux États-Unis. Pourquoi je travaille là-bas au lieu de travailler ici? C'est pour deux raisons toutes simples. La première, c'est que je parle leur langue et que tout le monde parle la même langue. Donc ça veut dire que je peux comprendre les migrants et je peux comprendre la police qui nous arrête, je peux comprendre les mafias qui nous arrêtent, je peux comprendre tout le monde. Donc en fait, j'arrive à avoir un niveau de compréhension que je n'aurais pas, par exemple, dans la migration africaine, où j'aurais à chaque fois des dialectes différents. La deuxième raison, elle est plus basique encore, c'est que je leur ressemble suffisamment pour me fondre avec eux dans le trajet, alors qu'évidemment, si je travaillais avec des migrants, j'aimerais beaucoup travailler avec des migrants érythréens, par exemple, mais forcément, si je voyage avec eux, à aucun moment on pourra considérer que je suis avec eux. Je serai forcément toujours séparé d'eux, ne serait-ce que par la couleur de peau et tout ce qui va autour. Donc, je travaille en Amérique centrale. Et évidemment, vous le savez toutes et tous, aujourd'hui, les États-Unis ont fermé vraiment la vanne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parvenir à rentrer aux États-Unis par le Mexique est devenu un truc pratiquement impossible. Donc la plupart des migrants arrivent, font un trajet hallucinant de plusieurs mois, se battent comme des fous pour y arriver, souffrent, voient des êtres disparaître, continuent quand même, et arrivent à cette frontière qui a été le prisme total de leur volonté d'avancer, d'action, d'agir. Et la plupart du temps, ils se font arrêter là et ramener chez eux. Et 2 mois plus tard, ils repartent. Et ils recommencent le même trajet. Et là, j'étais avec un migrant qui avait fait ça déjà 3 fois. 3 fois de suite. Alors, juste pour vous donner un niveau, c'est que ces migrants, ils partent évidemment pas juste parce qu'ils ont envie d'aller aux États-Unis. Ils partent parce qu'ils n'ont pas le choix. Je vous donnerai un seul exemple pour le comprendre à quel point ils n'ont pas le choix. Une des femmes avec qui je voyageais, elle est rentrée un jour chez elle, et sur la table de sa cuisine, il y avait la tête de son mari et de son enfant posée. Eh bien, croyez-moi que cette personne, elle ne vient pas juste aux États-Unis parce que c'est économiquement plus intéressant. Elle part vers les États-Unis parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que si elle reste, ce sera la prochaine. Point. Donc elle part. Et cette femme en question pesait 120 kilos. 120 kilos. Elle n'avait jamais marché de sa vie. Elle était comptable dans une petite ferme au Honduras. Elle n'a jamais marché vraiment, à part au Honduras, quand vous êtes un tout petit peu élevé dans la hiérarchie, vous ne marchez plus, vous prenez des taxis, des mototaxis, des choses comme ça. Et je me suis retrouvé, entre autres, avec cette femme dans ce groupe où on marchait. On va devoir traverser une forêt tropicale entre le Guatemala et le Mexique.
de plusieurs dizaines de kilomètres. Ça va nous prendre plusieurs jours à marcher de nuit pour éviter les mafias, pour se protéger des polices et autres. Dans des conditions tropicales, avec tout ce que vous pouvez imaginer d'une forêt tropicale, dans des conditions terribles, avec à peine de l'eau, parce qu'ils ne pensent pas à prendre de l'eau, parce qu'on ne leur a pas dit qu'il fallait en prendre, parce qu'ils ne savent pas qu'il faut prendre de l'eau. Ce n'est pas des survivors, hein, tous ces migrants. C'est des gens qui avaient des métiers comme vous et moi, qui du jour au lendemain se retrouvent en train de traverser une forêt tropicale avec un passeur qui généralement n'a qu'un but, c'est de les revendre avant qu'ils soient arrivés, parce que ça leur rapporte plus de prendre l'argent aux migrants et de prendre l'argent aux mafias ensuite. Donc ils ne leur disent pas qu'il faut prendre de l'eau, par exemple. Le groupe avec qui j'étais, on partait pour faire une traversée de la forêt tropicale et aucun d'eux n'avait d'eau. Aucun d'eux. Et on partait pour 6-7 jours de traversée, quoi. Donc voilà, enfin bref. Et donc cette femme, que rien ne prédestinait à marcher sur un chemin de sentier normal, se trouve à traverser une forêt tropicale, à ramper par terre, à se jeter sur le sol quand tout d'un coup il y a un bruit parce qu'on se doute que c'est une mafia et autres. Et elle vomit toutes les 2 heures tellement elle est épuisée, tellement elle n'en peut plus. Et elle marche encore. Et quand on arrive à un moment donné, après 5 jours de traversée, qu'il va falloir, parce qu'il y a eu un problème avec la mafia, dont je vous passe le détail, il va falloir à partir de là marcher toute une nuit. On a 52 km à faire en une nuit. 52 km à faire en une nuit, pour une personne très bien entraînée, sportive, saine, avec une bonne nourriture et une bonne eau, c'est déjà un petit défi quand même, mais c'est faisable. Tout le monde ici pourrait le faire, je pense. Mais pour une personne qui vient déjà de faire des jours, ça fait des mois qu'elle est partie, des jours de marche dans la forêt, qui va devoir marcher 52 km avec son poids, son inhabitude, et elle marche toute la nuit. Et cette capacité à se dépasser mentalement, à faire que le mental prend le pas sur le corps, qui lui n'est pas capable de faire ça. Sur le papier, elle n'est pas capable de le faire. Et qui prend le pas sur le corps pour réussir quand même à marcher toute la nuit, moi, ça me sidère. Et j'ai vu ça à plusieurs reprises dans mes expéditions, à savoir des personnes quasiment sur le papier pas capables, mais réussir à le faire. Mais là, c'est à un niveau qui est juste 10 fois supérieur à tout ce que j'avais vu jusque-là. Donc ça m'a vraiment appris qu'à une personne qui a un rêve et une volonté suffisamment chevillée au corps et que ça part d'une raison impérieuse, à cette personne-là, il n'y a rien qui est impossible. Et ça, c'est une leçon que j'ai pris un nombre de fois incalculable avec ces gens. Voilà, pardon. Non, mais c'est pas moi, hein, c'est eux. Donc voilà, c'est ça que j'ai appris avec ces gens, c'est qu'on peut tout faire. Et ça donne de l'espoir aussi. Alors c'est terrible, mais ça donne voilà, si on arrive à générer cette même capacité de volonté à des personnes qui n'ont pas à souffrir préalablement, mais pour construire quelque chose, on peut faire quand même des sacrées choses, quoi. Oui ? Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci. Donc, la question, c'est comment. Enfin, merci d'ailleurs. Je ne vais pas répéter ce que vous avez dit mais comment est-ce que la conférence est déployée et comment. Alors, oui, alors, en l'occurrence, si je ne m'abuse, et c'est peut-être plus les personnes qui sont là qui vont pouvoir le dire, c'est donc filmé et ça a été diffusé en live sur Facebook, c'est ça. Et donc, a priori, comme c'est sur Facebook, ça reste. Oui, voilà, donc ça va rester sur Facebook. Donc déjà, elle sera revisible à toutes les personnes qui auraient envie de le faire en partageant, par exemple, la conférence. Cette conférence, quelque part, elle est faite dans le cadre du Festival Atmosphère. Donc c'est sur le site du Festival Atmosphère qu'on pourra la revoir, comme j'imagine toutes les autres conférences du festival. Ce qui m'amène d'ailleurs à vraiment remercier infiniment le Festival Atmosphère d'exister déjà depuis 10 ans, c'est un bel... Mais surtout cette année, je crois qu'on peut vraiment... je ne sais pas s'il y a des responsables du festival dans la salle, mais en tout cas, on peut vraiment leur donner un grand merci, un grand coup de chapeau, parce que moi, depuis le début de l'année, et là c'est encore le cas, aujourd'hui encore, j'ai reçu 3 annulations de manifestations pour la fin de l'année, et même maintenant, j'en reçois pour janvier, février, donc tout s'annule.
Et ils ont tenu le festival. Donc ça, rien que pour ça, même bravo, merci infiniment à eux. C'est extraordinaire parce qu'on a besoin de ça, je crois. Vraiment, et si on respecte les gestes barrières, si on respecte, on ne se met pas plus en danger. Il faut respecter les gestes par contre. Donc voilà, donc c'est sur le site du festival. Après, à côté de ça, ben oui, avec l'Institut Adaptation et l'équipe, on essaie de diffuser au maximum le message. On est nouveau, hein, on est jeune avec l'Institut. L'Institut a été créé en 2015. Il a commencé à avoir ses premiers vrais résultats en 2018. Et maintenant, on commence à en avoir de plus en plus. Donc sur l'Institut, on est assez jeune. Moi, j'en fais depuis longtemps des conférences. Mais j'en fais beaucoup. Je ne participe pas beaucoup d'événements. Mais c'est sûr qu'on a du mal à aller au niveau politique. Ça, c'est très difficile. L'éducation nationale, les profs nous invitent. Et les profs, aujourd'hui, pour faire venir un intervenant extérieur qui n'est pas validé rectorat, c'est un petit parcours du combattant pour eux. Donc, celles et ceux qui le font, c'est aussi courageux parce qu'ils doivent le prendre sur eux. Hein, mais il y en a beaucoup qui le font. Malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes les invitations parce que c'est compliqué. Donc, on est en train de mettre en place aussi quelque chose pour avoir d'autres personnes de l'Institut qui y vont. Mais on essaie de diffuser. Il y a le livre Explorer demain qui raconte, qui reprend un peu toutes ces thématiques. Il y a un livre qui sort le 22 octobre. Alors, c'est mon petit moment de publicité, je suis désolé, mais qui s'appelle Après Covid, notre nouvelle terre inconnue. C'est-à-dire qui reprend ces questionnements. Qu'est-ce qu'on va faire de ça dans le futur? Et puis voilà, vraiment, vous êtes les bienvenus sur le site de l'Institut, Human Adaptation Institute, sur Facebook et autres pour suivre ce qu'on fait. Parce que effectivement, je pense que ce qu'on fait n'est pas inutile. Et qu'on a des résultats, mais on a ces résultats parce que je crois qu'il faut qu'on change un peu le prisme de la recherche aujourd'hui, et c'est ce que beaucoup de chercheurs sont, hein, mais ce n'est pas forcément ce que la politique veut montrer, c'est qu'il faut rester très humble par rapport aux découvertes qu'on fait. C'est vraiment des petites étapes, et ces petites étapes, il faut qu'on les mette justement en commun et en diversité pour qu'on crée quelque chose de plus grand. Et nous, c'est cette démarche incrémentale, on va dire, à la fois intégrative, avec plusieurs milieux différents, plusieurs domaines. On travaille aussi bien avec la neurobiologie, la génétique, la cardiologie, le microbiote et tout ça. On met tout ce monde ensemble pour essayer de comprendre ce que veut dire s'adapter. Donc déjà, il faut être intégratif, et on n'est pas encore assez en science aujourd'hui. Et puis, il faut être vraiment divers et collaboratif, solidaire aujourd'hui. Et je dirais qu'on n'est pas encore tout à fait assez non plus, mais il y a plein d'équipes de recherche aujourd'hui qui sont dans cette démarche-là, qui évoluent dans cette démarche-là, et moi j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça. Ce que j'ai vu pendant la Covid m'a intéressé parce qu'on a mis en place des études, par exemple, en 3 jours, qui auraient mis 6 mois, voire 8 mois à se monter en d'autres moments. Donc il y a eu tout d'un coup une collaboration entre chercheuses et chercheurs qui a été extraordinaire. On voit de plus en plus de femmes à qui on donne enfin la parole en sciences. Et d'ailleurs, on voit que les prix Nobel, je crois que ça a d'ailleurs été dit hier soir par M. Spiro. Enfin, pendant longtemps, les prix Nobel ont été totalement machistes. Aujourd'hui, enfin, il y a des femmes qui reçoivent des prix Nobel. Il faut savoir que Marie Curie, qui en avait reçu 2, c'était quand même une exception, hein, dans l'histoire. Et sa fille Irène aussi. Donc voilà, ça bouge, ça change. Et vous et nous, on peut tous appuyer ça en continuant de soutenir cette recherche. Voilà, donc, oui, on essaye. Oui ? Ouais. Alors, la question, je pense que beaucoup de monde a entendu, mais je répète toujours pour Facebook, c'est
Madame témoigne, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, d'un sentiment d'impuissance, à savoir, ben voilà, on voit bien qu'il y a des tas de choses qu'il faudrait faire, on dit qu'il faut agir, mais par contre, on est assez impuissant en tant qu'individu seul, et puis que finalement, à chaque fois, on voit qu'au fur et à mesure des décennies, il y a déjà eu plein d'alertes, puis elles n'ont pas été prises en compte, et en plus, tout le monde a annoncé, c'est vrai qu'on a beaucoup dit pendant le confinement, le monde d'après qui sera meilleur, qui sera plus beau, qui sera plus joli, qui sera plus grand, tout ça, et puis on n'a pas l'impression que c'est le cas aujourd'hui, c'est ça, voilà. Alors je comprends, vous avez raison, on est tous un peu impuissants et à la fois on est tous un peu potentiellement acteurs ou actrices. Ce sentiment d'impuissance, il est normal parce que aujourd'hui on est arrivé dans une sorte de paradigme intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois on a beaucoup plus de connaissances qu'avant, donc comme je vous disais, depuis longtemps on parle du changement climatique et compagnie, et ça n'a pas bougé. Aujourd'hui on a quand même une résonance différente, donc il y a beaucoup plus de monde qui prend conscience et il y a une prise de conscience nationale, internationale qui est beaucoup plus grande qu'avant. Donc déjà ça bouge quand même beaucoup, mais c'est vrai que maintenant le pas suivant, il est de vouloir aller vite. Et ça c'est quelque chose que je dirais attention à ça. Alors je sais qu'on annonce si dans 2 ans on n'a pas tout changé, c'est foutu et compagnie, je comprends les gens qui le disent, mais je pense que c'est contre-productif. Un changement, il n'y a que 2 manières de changer les choses. Et il n'y en a pas 3. C'est soit il y a une crise de bouleversement, voilà, vous balayez tout, puis il faut bien reconstruire dessus. Et ça détruit beaucoup, ça fait beaucoup de mal. Ou alors il y a ce changement sur lequel on va commencer à opérer quelque chose de lent, on va anticiper un problème et on va essayer de faire évoluer les choses. Ce deuxième changement, il prend un peu de temps. Il ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Mais il peut être bien réel s'il y a vraiment une prise en compte d'un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est on a vu des pays qui ont changé totalement en 10 ans, mais vraiment 10 ans, c'est plusieurs pays, parce qu'ils ont changé leur système d'éducation, profondément. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système d'éducation à un autre, et ce nouveau système a modifié un certain nombre d'éléments dans la population. Et ça, imaginons que demain, faisons un rêve, notre éducation nationale, et quand je dis éducation nationale, je ne parle pas des professeurs individuels, je parle du système de l'éducation nationale, se transforme complètement demain, devient intelligent, trouve une solution tout d'un coup, et par exemple, fait 2 trucs. Décide que, encore une fois, on va passer de 4,2% du PIB à 6% ou à 7% du PIB, donc on va diviser les classes en 2, on va plus mettre plus que 15 élèves plutôt que 35 par classe, puis dans les classes, on va mettre de la végétation et des animaux, par exemple. Encore une fois, je fais un rêve, je suis ministre de l'Éducation nationale, paf, on me donne les moyens illimités. Tout d'un coup, ces élèves, ils vont devoir s'occuper d'un vivant et commencer à comprendre que si j'agis mal, le vivant, il meurt, si j'agis bien, le vivant, il vit. Voilà, c'est par exemple un exemple. Najat Belkacem avait proposé de mettre des cours d'improvisation, par exemple, à l'école. On lui a rionné, j'ai jamais vu une personne se faire attaquer autant sur une proposition que Najat Belkacem quand elle a proposé ça, et je ne fais pas de politique en disant ça, je n'ai pas de bord politique personnel, mais enfin, l'idée était quand même splendide, c'est-à-dire tout d'un coup on dit aux élèves, vous allez apprendre à improviser, à prendre la parole en public, à vous affirmer et compagnie, donc à avoir une voix pour pouvoir proposer, pour pouvoir parler, pour pouvoir dire vos problèmes, et on lui a rionné. Donc voilà, on pourrait quand même faire pas mal de choses dans l'éducation nationale, et ces changements, comme la Finlande l'a fait par exemple, la Finlande qui a complètement modifié, la Corée du Sud, à son style, à son échelle la Suisse. Bref, on peut vraiment tout changer en très peu de temps. Donc maintenant, notre rôle à nous, en tant que citoyens, je dirais, il est presque premier à demander profondément un changement du système éducatif en France, que ce soit initial ou continu. Moi, je travaille beaucoup en entreprise pour ça, malheureusement parce que je n'ai pas de prise sur l'éducation nationale, j'ai par contre de la prise sur certaines entreprises en disant, mais modifions votre système de formation, arrêtons de leur donner des trucs qui sont toujours les mêmes, mais allons là-dedans, et bizarrement, ça a des effets. Donc on peut le faire encore plus tard dans la vie, évidemment. Et on peut tous le faire à notre échelle, vraiment aller faire des choses différentes. Forcez-vous à faire des choses, même des choses que vous n'aimez pas, qui vous font peur. Moi, par exemple, quand je commence à avoir moins peur, je vais chercher la peur. C'est-à-dire que je me rends compte que quand je cesse d'avoir peur, je perds ma capacité à comprendre et à réagir aux éléments. Donc je vais aller chercher des choses qui me font peur. Je vais me confronter à ça pour continuer d'être dans cette démarche où mon cerveau doit lutter, doit chercher, doit comprendre et doit se transformer. Parce que c'est ça qui me donne la capacité de comprendre. Donc on peut le faire à notre échelle, mais on doit vraiment appuyer aussi cette volonté de changement éducatif qui est la clé. Parce que c'est très simple. Et ce sera peut-être le mot de la fin, parce que je pense que la soirée, sinon, pourrait durer encore des heures. Vous pourrez mettre tous les systèmes en place.
Imaginons une chose très simple. Vous construisez le plus beau des bateaux, avec le meilleur moteur écolo, qui ne consomme rien, qui ne dépense rien. Le meilleur pilote à bord, une intelligence artificielle extraordinaire qui est capable de calculer tous les trajets. Bref, le plus beau bateau du monde. Si vous ne pouvez pas faire monter les gens dedans, il ne vous sert à rien. Tout est là. Ce n'est pas de la technologie qui va changer le monde. La technologie est un outil. Ce n'est pas les lois qui changeront le monde. Les lois sont des outils. C'est la capacité des humains à comprendre et à agir selon leur propre paradigme cognitif. On ne pourra pas faire utiliser les outils actuels qui existent pour la plupart pour changer les problématiques climatiques tant que les humains ne seront pas prêts à changer. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'individuel. C'est quelque chose qui doit se faire collectivement dès la prime enfance, au moment où l'enfant apprend et peut aller voir son papa ou sa maman et dire « Mais pourquoi t'as acheté ça dans la poubelle plastique alors que ce n'est pas du plastique ?» Et quand on est parent et qu'on entend ça pour la première fois de son enfant, une fois, ça va, 2 fois, puis la 3e fois, on ne jette plus le plastique dans la poubelle qui n'est pas plastique, et ainsi de suite. Donc on fait changer fondamentalement une société quand on change son système éducatif. Ça doit être notre lutte absolue, et c'est ce qu'on doit faire pour le futur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et je termine sur 2 petites choses. J'ai affiché mes réseaux, c'est pas forcément pour... mais si vous avez des questions, envie de continuer le débat, la discussion, n'hésitez pas, c'est ouvert. Je répondrai toujours aux gens qui m'interpellent, donc voilà, n'hésitez pas à continuer le débat avec moi, avec d'autres, c'est important. Et je terminerai vraiment en remerciant encore une fois infiniment le festival Atmosphère de cette tenue cette année, et bravo à eux pour cette organisation. Merci.